Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Denis Robert, journaliste, écrivain, artiste, auteur il y a 10 ans d'une enquête sur Clearstream. Clearstream, c'est une chambre de compensation financière basée au Luxembourg qui était alors inconnue du grand public et dont il dénonçait les agissements troubles. Aujourd'hui, tout le monde en France connaît Clearstream, c'est devenu évidemment synonyme de scandale d'État, d'un affrontement sans merci entre Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin. L'ancien Premier ministre a été relaxé dans un procès de première instance, mais le parquet a fait appel. Le procès en appel s'est ouvert cette semaine. Quant à Denis Robert, il a été relaxé en première instance et la Cour de cassation l'a récemment blanchi. Elle a annulé 3 condamnations contre lui et il est désormais libre de republier tous ses écrits. Les éditions Les Arèmes publient ces 3 ouvrages sur l'affaire Clearstream, tout Clearstream. Avec une préface originale, des documents nouveaux, des choses comme ça. Voilà, donc merci d'être venu. Vous allez vous-même être appelé, mais cette fois en tant que témoin et non plus que prévenu. J'ai un statut particulier, ça s'appelle prévenu intimé, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir un statut de témoin comme tout le monde, puisque j'ai été dans le dossier, mais ça me donne une liberté de parole, mais je ne prête pas serment. Alors justement, la liberté de parole que vous avez regagnée, tout le monde a envie de savoir, vous qui avez été mêlé dans toute cette histoire très compliquée de fabrication de faux listings, quelle est votre version? Tout le monde s'interroge sur le rôle de Dominique de Villepin, voire de Jacques Chirac. Quelle est votre théorie? D'abord, j'étais victime, c'est-à-dire qu'on a détourné mon travail à des fins politiques, financières, je ne sais pas. Et donc, moi, en 2003, un escroc entre dans ma vie, il utilise mon travail, et je vais me retrouver, Imad Laoud, oui, et je vais me retrouver dans cette espèce de maelstrom. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul par rapport à toute cette situation, et je dois être un des seuls protagonistes de l'histoire à n'avoir aucun autre intérêt que la vérité et l'information dans tout ça. C'est-à-dire, moi, je suis motivé ni par l'argent, ni par le pouvoir, ni par tout ça. Et donc, j'ai traversé, effectivement, ça a été difficile, c'était compliqué, parce que même au début, moi, j'ai pas trop cru à la possibilité d'avoir des comptes comme ça nominaux dans Clearstream. Et donc, j'ai essayé de comprendre. Aujourd'hui, il y a deux hypothèses, donc je peux pas être non plus malin que tout le monde, mais la première hypothèse, c'est que Laoud agit seul, et voilà, c'est-à-dire qu'il n'avait pas imaginé au début que ça prendrait cette importance-là. La deuxième, à laquelle je crois plus, c'est qu'il est protégé par un service de renseignement, et quelque part, on essaie de régler des comptes par son entremise, quoi. Voilà, quoi. Il y a un phénomène assez troublant, enfin, que en première instance, ça n'a pas été tellement expliqué, c'est que quand il vient me voir en février 2003, Gergorin, il le connaît assez peu, quoi. Enfin, il y a Jean-Louis Gergorin, le numéro 2, on va dire, de ADS, un des fondateurs de ADS. Et quand Laoud vient me voir, il est déjà très au fait de ce qu'est Clearstream. Il a déjà eu accès au listing. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui me fait penser que sans doute, nous, enfin je dis nous, puisque Florian Bourges, qui m'a remis les listings, qui était l'auditeur d'Arthur Andersen et moi, on va servir un peu de chèvre, c'est-à-dire on est la deuxième équipe, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous jette en pâture un petit peu pour qu'on n'aille pas chercher réellement d'où viennent les listings, quoi. Donc voilà. Donc Imad Laoud, Jean-Louis Gergorin ont été condamnés en première instance. Oui, c'est ça. Mais alors, Dominique de Villepin a été relaxé. Le parquet a fait appel parce qu'il juge sans doute que Dominique de Villepin en savait beaucoup plus et avait peut-être un rôle plus actif. Est-ce que vous pensez, puisque vous pensez qu'Imad Laoud a été manipulé ou faisait partie d'un service de renseignement, peut-être les services de renseignement français pour commencer, est-ce que vous pensez qu'il agissait sur ordre de Dominique de Villepin, voire de Jacques Chirac? Non. Je pense vraiment pas que Dominique de Villepin, sa responsabilité puisse aller jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'initiative et ça, c'est le dossier, c'est pas simplement un avis personnel, il n'est pas à l'initiative de la fabrication des faux. Toute la question est de savoir à partir de quand il l'a su, quoi. Et c'est ce que doit déterminer l'audience. Après, c'est une partie de poker menteur, tout ça, quoi. Et on sait très bien que Dominique de Villepin a menti sur un certain nombre d'éléments, il a été pris en flagrant délit en première instance. Maintenant, peut-il être condamné? J'en sais rien. Je ne pense pas
sur ce que je connais du dossier. Mais de la même manière, Nicolas Sarkozy a menti aussi sur le moment où il a connu le dossier. Donc il y a une manipulation, il y a une contre-manipulation aussi. Et ça n'a pas été abordé. Ce qui est regrettable dans cette histoire, c'est quand on voit tous les moyens qui ont été donnés aux 2 juges d'instruction pendant 3 années, au service de police. Le dossier fait 80 000 pages et on arrive à une espèce de vérité grise. On ne sait vraiment pas ce qui s'est réellement passé. L'instruction a été mal faite. Jamais, dans l'histoire judiciaire française, un appareil judiciaire a été autant instrumentalisé que dans ce dossier à des fins politiques. Et ce qui produit d'ailleurs un jugement en première instance complètement insatisfaisant. C'est-à-dire que les juges ont jugé... Sauf pour vous. Pour moi, mais moi, j'ai jamais eu de problème. Je savais que j'allais être relaxé. Vous savez, j'ai été poursuivi pour journalisme, moi. Point barre. Moi, j'ai été poursuivi parce qu'on a dit recel de vol, de secret bancaire. J'ai fait que mon métier. Et je suis rentré dans un casting judiciaire. Le procureur de la République de Paris a été obligé de requérir la relaxe contre moi après avoir fait un travail que je trouve absolument lamentable. En tant que représentant du ministère public, il a porté des jugements de valeur sur mon travail. Aujourd'hui, la Cour de cassation le rabroue. Monsieur Marin n'a plus qu'à... Je veux dire, il ferait mieux de se taire sur ce dossier, parce que là, c'est moi qui peux attaquer en diffamation maintenant contre ce magistrat, quoi. Marin étant celui qui a requis contre moi à l'époque. Après, ils ont demandé ma relaxe. Bon, très bien, je veux dire, moi, je suis pour la paix des braves. Hein, je ne vais pas rajouter une couche là-dessus. Ce que je veux dire sur le jugement, c'est que le jugement, intellectuellement, il est insatisfaisant, le premier. Parce que ce que disent, moi, je l'ai lu attentivement, évidemment, je suis dedans, ce que disent les magistrats, c'est en gros, c'est 50-50 entre Laoud et Gergorin. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est une espèce de jugement à la Ponce Pilate, quoi. On dit, bon, il y en a un qui a exécuté, l'autre qui a dirigé, mais si on se met du point de vue de Gergorin, c'est-à-dire qu'on voit mal pourquoi un homme ayant ce pouvoir, ayant cette importance, du jour au lendemain, il décide de se suicider socialement, de mettre tous ses noms, d'aller voir un juge. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Je pense, et j'ai quelques arguments là-dessus, factuels, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit. Je pourrais m'en expliquer justement au tribunal que c'est évidemment Imad Laoud qui rentre dans la tête de Gergorin et pas l'inverse, quoi. Et Gergorin était en situation de complète faiblesse et de détresse psychologique. Et à un moment donné, il fait n'importe quoi. Enfin, voilà, en gros. Mais est-ce que vous, quand même, vous pensez qu'une fois que Dominique de Villepin s'aperçoit que ces listings sont faux et qu'avec Jacques Chirac, ils se disent on a une arme fatale contre Nicolas Sarkozy? On le rappelle, à l'époque... Dans la bande, j'ai une bande dessinée qui sort en ce moment. Je raconte une scène qui était complètement hallucinante. C'était au moment du 14 juillet, quand Chirac dit je commande, il exécute. Il sait très bien qu'il a cette force-là, parce qu'à ce moment-là, il pense que Sarkozy est fini, quoi. Et la haine de Sarkozy, elle naît dans ces moments-là, quoi. Mais ça, c'est des monstres politiques. Donc, à un moment donné, c'est des animaux à sang-froid, quoi. Donc, ils se réveillent. Et là, actuellement, il est possible, d'ailleurs, qu'entre Villepin et Sarkozy, alors que la haine était palpable en première instance, là, Sarkozy n'est plus présent dans le deuxième procès. En même temps, le parquet va requérir aussi. Je pense, contrairement à ce que disent beaucoup, qu'il n'y aura pas de paix des braves là aussi, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin dans les invectives l'un et l'autre. Le croc de boucher pour l'un, l'autre, quand on ne sait pas garder sa femme, on ne sait pas garder son pays. Vous vous souvenez de la phrase de Villepin, c'est quand même c'est très violent, quoi. Donc je pense que bon, le procès, en même temps, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous savez, une audience, il y a l'oralité des débats, tout peut arriver, quoi. Mais justement, Imad Laoud a commencé à dire, je le cite, Dominique de Villepin a voulu éliminer Nicolas Sarkozy, il a peur, il ment. Que va-t-il devenir s'il est condamné? Non, attendez, la parole de Laoud, franchement, aujourd'hui... Non, mais sur le fond, pas oublier sur le fond Laoud. de ce qu'il dit, Oui. Mais ça, moi, je ne suis pas dans la tête de Laoud, ni dans la tête de Dominique de Villepin. Je sais pas. Ce que je sais, c'est que Gergorin, je le trouve crédible quand il explique que c'est Dominique de Villepin qui lui demande d'aller chez Van Ruymbeck. Enfin, il a un certain nombre d'éléments. Je trouve que la défense de Dominique de Villepin est fragile quand il essaie d'expliquer qu'il n'a pas vu Jean-Louis Gergorin toutes ses visites au ministère de l'Intérieur. Je pense que ça, c'est fragile, quoi. Et puis, il y a le témoignage du général Rondeau qui a essayé de ménager un peu Dominique de Villepin en première instance. Là, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont lourds, quoi, et ça va être difficile au niveau de la défense. Mais bon, il a de bons avocats. Dans tout ça, on a un petit peu oublié Clearstream. J'allais dire, votre enquête, il y a 10 ans. Qu'est-ce que devient Clearstream aujourd'hui? Ce que je trouve très... ça, c'est typiquement français. C'est-à-dire que je pense que l'histoire ne retiendra pas Clearstream 2.
Mais on se dira qu'en France, pendant des années, des magistrats et des journalistes se sont battus autour d'un avatar, d'une véritable affaire. La véritable affaire, c'est évidemment Clearstream 1. Et on a essayé de me faire taire pendant 10 années, en multipliant les procédures, en utilisant des méthodes de très malveillantes à mon égard, les rumeurs orchestrées par des journalistes, par des avocats, etc. Aujourd'hui, la Cour de cassation, labellise mon travail, dit l'enquête de Denis Robert était sérieuse, servait l'intérêt général, et les propos ne sont plus litigieux. Donc on a interdit mes livres pendant toutes ces années. C'est quand même grave. On les a interdits parce que si les livres ressortaient, c'était des amendes. C'est pour ça que sur eBay, d'ailleurs, mes bouquins se vendaient à 300, 400 €. Et donc là, on ressort tout ça. Et là, on peut juger sur pièce maintenant. Et on voit quoi? On voit que Clearstream, c'est d'abord un outil de dissimulation au service de ses clients. C'est une chambre noire de la finance. C'est un endroit où si on veut contrôler ou réguler le capitalisme, au niveau planétaire, puisque Clearstream, je vous rappelle que c'est 11 trillions d'euros, c'est 12 zéros, hein, c'est 11 000 milliards d'euros qui transitent chaque année dans Clearstream. Quand on met en rapport avec les 360 milliards que la France a prêtés aux banques, on voit bien la puissance de feu non pas une banque, mais une banque des banques comme Clearstream. Et rien n'a changé. Alors, les Allemands qui ont racheté disent, d'ailleurs, ils ont accepté la décision et ils ne peuvent pas faire autrement, mais en même temps, on ne peut que les croire sur parole. Il n'y a jamais eu d'enquête sur Clearstream. Donc maintenant, si on est cohérent avec la décision de la Cour de cassation française, avec ce qui est en train de se passer aux États-Unis, puisque la bourse de New York est en train de se joindre avec la bourse de Francfort pour racheter Clearstream, et il y a des députés républicains avec d'action judiciaire aux États-Unis. La décision française, plus, on va dire, les soubresauts américains, font qu'il faut absolument une enquête, alors d'abord européenne, de Bruxelles sur Clearstream, et qu'on fasse la lumière là-dessus. Parce que maintenant, le problème de Clearstream, c'est qu'ils peuvent plus me faire taire. Donc je vais écrire des papiers dans la presse européenne, et moi je demande à ce qu'il y ait une mission d'enquête parlementaire européenne. Je demande à ce que des eurodéputés se saisissent de ce dossier et fassent la lumière, parce que jusqu'à présent, les dirigeants de Clearstream ont toujours fui, sont passés entre les gouttes. Il faut qu'ils s'expliquent sur le fonctionnement de cette boîte qui dysfonctionne. Très bien. Denis Robert, merci. On va suivre évidemment la suite du procès Clearstream, mais aussi peut-être voir s'il y aura des enquêtes sur la chambre de compensation luxembourgeoise elle-même. Merci à vous d'avoir suivi l'entretien sur France 24. Merci.